Bonjour, alors bienvenue pour ta formation initiateur et particulièrement ta formation initiale. Alors cette vidéo va être un petit peu longue, hein, je vais essayer de parler assez vite pour ne pas la rendre soporifique. Donc je t'invite à bien t'installer, prendre un verre ou une bouteille d'eau et de quoi noter et n'hésite pas à stopper la vidéo pour noter des choses. Alors, je dirais que l'essentiel de ce que je veux faire passer comme message, il est dans ce schéma. Alors ça, c'est fondamental que tu comprennes bien. Je vais y revenir plusieurs fois dans cette vidéo. C'est qu'on est dans l'enseignement, on montre des progressions d'enseignement. Et un, il faut penser à l'objectif final, l'objectif intermédiaire, l'objectif de séance. Deux, aux critères d'évaluation, comment on va évaluer. 3 aux prérequis, qu'est-ce qui est nécessaire avant de rentrer dans une séance, dans une formation. Et enfin, entre les deux, on trouve l'itinéraire pédagogique avec apprentissage, perfectionnement, synthèse. Hein, ça veut dire que tout est progressif, rien ne s'apprend en un jour. Et le cadre, c'est le cadre sécuritaire, c'est-à-dire le SCOT du sport et le règlement FFSSM. Donc ce schéma, j'y suis passé rapidement, mais on va le voir plusieurs fois dans cette vidéo. Il est très important de le comprendre et de le mémoriser. C'est le message principal. C'est pour ça que je l'ai placé tout de suite en introduction. Alors déjà, si tu passes initiateur, pourquoi on fait ça? Hein, l'initiateur, donc accessible de niveau 2, ça te permet d'être directeur de plongée en bassin, hein, dans la zone des 6 mètres. Ça permet d'entraîner aux exercices des débutants au niveau 2 dans 6 mètres, hein, ou 20 mètres si en plus tu es niveau 4 et donc E2. Participation au jury du N1, en milieu artificiel, validation des compétences du brevet N1. Et bien sûr, le DP, si on est avec de la plongée enfant ou en milieu naturel, donc le DP, le directeur de plongée, doit être E3 minimum, c'est-à-dire MF1, BES1 ou DE, JEPS. D'accord? Donc ça, c'est pour les prérogatives de l'initiateur. Donc tu deviendras directeur de bassin et tu pourras faire de l'enseignement 0,6 mètres en piscine ou en milieu naturel. Si en milieu naturel, bien sûr, s'il y a un DP E3. Hein. Et si tu tes compétences, c'est en droit à 20 mètres, si tu es niveau 4 et que tu as fait le groupe de compétences supplémentaires. Alors, conditions de candidature, ben, tu le sais puisque tu es inscrit à ce stage, il faut être majeur, niveau 2, être licencié, avoir le RIFAP, au moins 12 plongées en milieu naturel, suivre la formation initiale, et puis ensuite on fait le stage en situation, hein, 12 séances minimum, simulées ou réelles, puis on passe l'examen. Alors, le déroulement de l'examen, c'est très simple, il y a 4 épreuves. Donc on a le mannequin, hein, le mannequin c'est 100 mètres de nage. À l'issue de ces 100 mètres, on fait une apnée de 20 secondes censée représenter la recherche du mannequin, c'est une apnée dynamique. Ensuite, on récupère maxi 10 secondes, puis on fait le sauvetage du mannequin sur 100 mètres, c'est-à-dire qu'on le remonte en surface et on le tracte sur 100 mètres, les voies aériennes hors de l'eau. Tout ça est chronométré. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse difficulté sur cet exercice, c'est réussir à tenir l'apnée après les 100 mètres et réussir à réduire le temps de récupération, comme ça on gagne sur le chrono global. Donc le secret pour y arriver, c'est de nager lentement sur les 100 premiers mètres et surtout, on peut partir normalement sur les premiers 50 mètres et ensuite bien ralentir pour être en pleine force sur son apnée. Hein, parce que avec ça, avec cette technique, ensuite on est très efficace pour le tractage. Alors ensuite, on a une épreuve de pédagogie pratique, hein, où ce qu'on évalue, c'est le respect du sujet, la définition de l'objectif, des prérequis, évaluation, interaction élève et sécurité. On y retrouve la fameuse fiche que j'ai présentée en introduction, avec objectifs, critères d'évaluation, prérequis, cadre sécuritaire. Donc l'épreuve de pédagogie pratique, elle se passe en 2 temps. Hein. D'abord, tu as ton sujet que tu prépares. Ensuite, premier temps, tu parles avec le jury. Et là, tu présentes ta démarche pédagogique. Et donc, le schéma du départ, objectif final, critères d'évaluation, prérequis, cadre sécuritaire. Et ensuite, ton jury devient élève. Et là, tu déroules ta séance. Donc, la première partie avec le jury n'est pas une explication de la séance, c'est une explication du contexte. Ensuite, on a la pédagogie organisationnelle, où là, les critères d'évaluation, c'est respect du sujet, définition objective, prérequis, évaluation, interaction élève, sécurité. Donc, pédagogie organisationnelle, d'ailleurs, il y a une faute, là, je vais la corriger aussitôt si je peux prendre la main. Non, bon, je rectifierai le PowerPoint plus tard. La pédagogie organisationnelle, ça consiste en l'élaboration de tableaux. Pour ça, il y a une petite vidéo spécifique sur YouTube qui explique comment monter une séance de pédagogie organisationnelle.
Et ensuite, la réglementation. Donc, la réglementation, c'est le code du sport et bien sûr la réglementation fédérale, puisqu'on parle ici de la FFE-SSM. Alors, les aspects juridiques, hein, c'est simple, c'est le code du sport, hein, à connaître en tant que guide de palanquet et directeur de plongée, directeur de bassin. Donc ça, le code du sport, hein, il est disponible dans l'e-learningacademia.com. Tu dois le connaître sur le bout des doigts, notamment tes prérogatives. Hein. D'ailleurs, je t'ai fourni normalement un sujet type d'examen initiateur qui couvre tous les aspects de la réglementation. Alors, dans les aspects juridiques, qu'est-ce qu'il faut connaître? Le contrôle médical, hein, les conditions d'attribution du certificat médical au niveau de la fédération, la notion de responsabilité civile et pénale. Responsabilité civile, c'est tout ce qui oblige quelqu'un qui a fait un dommage à quelqu'un d'autre à le réparer. Et la responsabilité pénale, c'est tout ce qui est dans le cadre d'infraction à un règlement. Donc la responsabilité civile, ça s'assure. La responsabilité pénale ne s'assure pas. Hein, les assurances, hein, donc on a l'obligation de s'assurer. Il y a des assurances fédérales hein, qui sont liées à la licence, c'est uniquement des responsabilités civiles. Après, on peut souscrire à des assurances complémentaires. Donc, après, l'aspect juridique à connaître, c'est la réglementation des bouteilles de plongée, donc très simple, une inspection visuelle tous les ans et une requalification périodique tous les 2 ans pour un particulier, tous les 6 ans pour un club. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est de connaître, dans le cadre de sa piscine locale, la réglementation de la piscine. Les connaissances complémentaires, c'est intéressant de connaître tout ce qui est législation et réglementation des activités physiques et sportives, notamment la loi de 84, hein, qui dit que toute personne, pour effectuer une prestation dans le sport et avoir une rémunération, doit être titulaire d'un diplôme d'État. Ok, on va voir ensuite la FFE-SSM. Donc je vais te montrer une présentation sur la fédération. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est de connaître éventuellement la réglementation des stations de gonflage. Ça c'est facultatif, hein. Ça c'est plus pour la culture personnelle. Alors maintenant, je vais te faire une présentation de la FFE-SSM. Alors ça, c'est la dernière présentation PowerPoint disponible. Hein, elle date un petit peu puisqu'elle est de 2008, hein, ça fait plus de 10 ans. Mais il y a encore pas mal de choses qui sont d'actualité, mis à part le découpage en régions qui a évolué avec l'évolution des régions en France. Donc la création de la fédération, c'est la plus ancienne, en 1948. Le nom actuel FFE-SSM a été lui adopté en 1955. Le président fondateur, c'est Monsieur Borelli. Hein, en 2018, on avait fait les 70 ans de la fédération de plongée, ce qui est la plus ancienne fédération de plongée au monde. Et actuellement, c'est encore Jean-Louis Blanchard qui est le président. La FFE-SSM, donc Fédération française d'études de sports sous-marins, a fondé en 1959 l'ACMAS, hein, qui regroupe toutes les fédérations à travers le monde. Hein. Donc c'est une fédération internationale avec comme président fondateur ni plus ni moins que Jacques-Yves Cousteau. La fédération est agréée et délégataire du ministère chargé des sports. Dans chaque activité sportive en France, il peut y avoir plusieurs fédérations. Hein, la preuve, dans la plongée, on a la FFE-SSM, on a aussi la FSGT. Mais une seule peut être délégataire, c'est-à-dire c'est elle qui peut statuer sur l'évolution de la réglementation des formations et ainsi de suite. Alors tout ça, c'est en train de bouger pas mal. Hein, puisqu'on voit ici que des directeurs techniques, des cadres sont affectés aux fédérations. C'est en train de bouger, donc je n'en parle très très rapidement. Alors, original, le siège, il est au 24 quai de Rive-Neuve, hein, ici à Marseille. C'est une des seules fédérations à être hors de Paris, mis à part la fédération de pétanque qui est aussi à Marseille. À la fédération, il y a plus de 20 permanents avec un directeur logistique, un rédacteur en chef hein, pour la revue Subaqua, et puis des personnes qui s'occupent de tout l'administratif, la comptabilité, l'émission des cartes, etc. Alors bien sûr, je t'invite à connaître le site ffessm.fr, il faut absolument que tu le visites hein, pour le connaître, puisque tu vas être ambassadeur de la FFSSM, donc il est normal que tu connaisses la fédération par cœur. Donc je t'invite à visiter le site FFSSM pour en savoir plus. Alors, il y a des tas de représentations institutionnelles, je ne vais pas insister là-dessus, hein, si tu veux détailler, tu fais un arrêt sur image, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important.
Ce qui est sympa, c'est de connaître 14 commissions d'activité. Donc ça, c'était en 2008. Maintenant, il y en a un petit peu plus, notamment avec la PSP, la plongée sportive en piscine, qui permet d'organiser des compétitions en piscine pour les clubs, hein, des compétitions qui sont normées avec des tas d'exercices. C'est plutôt sympa. Donc, entre autres, on trouve la plongée en scaphandre ou l'ancienne commission technique, la plongée libre, randonnée et apnée, la plongée souterraine, la nage avec palme, hockey subaquatique, nage en eau vive, pêche sous-marine, tir sur cible subaquatique, orientation, environnement et biologie, audiovisuel, archéologie subaquatique, médicale et de prévention, juridique. Donc il y a vraiment des tas de commissions, et ça c'est la richesse de la fédération, d'avoir autant d'activités présentées. Donc il y a aussi des commissions sportives avec des titres européens et mondiaux, et puis il y a une volonté de développer l'axe jeunes pratiquants. Il y a une présence sur tout le territoire, donc bien sûr tout ça c'est des notions qui ont changé avec le redécoupage en régions, mais le principe, il y a des comités régionaux, des comités départementaux, hein, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la fédération. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qui est membre de la fédération. Ce n'est pas un licencié, c'est simplement des clubs. Alors en termes de clubs, donc il y a plus de 2000 clubs en termes de structure commerciale, il doit y en avoir maintenant plus de 400. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont ces clubs et ces structures commerciales qui sont membres. Un licencié est membre d'un club, il n'est pas membre de la fédération. Donc ça c'est important à comprendre, hein, puisque il faut savoir que qui vote à l'Assemblée Générale de la Fédération, ce ne sont pas les licenciés, mais les présidents de clubs et présidents de SCA. SCA, c'est les structures commerciales agréées, hein, comme Aquadomia, qui est une SCA. Donc ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est qu'un club a un nombre de voix en fonction de ce nombre d'adhérents. Par contre, les structures commerciales, quel que soit leur nombre d'adhérents, qu'elles aient vendu 400 licences ou 11, elles ont une seule voix. Donc on voit que la FFSSM est vraiment gérée par la structure du club bénévole en association. Et qui a le plus de pouvoir? Eh bien, c'est bien sûr les clubs parisiens, puisque c'est là qu'on a la plus grosse concentration de licenciés. Hein, ça, c'est important à comprendre dans le fonctionnement démocratique de la fédération. Hein, c'est Paris qui a le plus de pouvoir. C'est pour ça que les 4 plongées obligatoires en milieu naturel pour le niveau 1 ne sont toujours pas votées, puisque les clubs d'intérieur font de la résistance et veulent pouvoir délivrer leur carte niveau 1 en piscine, même si les 4 plongées sont recommandées et ce n'est pas contrôlé. Donc, pour compléter, il faut savoir que c'est à peu près 150 000 licenciés au niveau de la fédération, hein, dont un tiers de femmes, un peu plus maintenant. Il faut savoir que c'est un chiffre qui stagne un petit peu, hein, on a de plus en plus de mal de recruter des bénévoles. C'est à peu près 6 000 moniteurs et à peu près 60 000 brevets par an. Hein. Au niveau de la fédération, il y a la revue Subaqua, hein, qui est un bimestriel, c'est-à-dire qui paraît tous les 2 mois. Hein. Donc ça, c'est intéressant à avoir, intéressant pour toi de t'abonner en tant que futur initiateur pour voir l'évolution notamment des formations, hein, puisque il y a quelques pages qui sont consacrées aux réflexions en cours par la commission technique sur l'évolution des formations. Donc Subaqua fait des publications régulières avec des suppléments spécifiques sur l'histoire de la plongée, sur la biologie, sur l'archéologie. Hein, donc ça c'est aussi intéressant à connaître. Et puis il faut savoir que la FFSSM est très impliquée dans le développement du projet Doris. Hein, donc doris.ffssm.fr, qui est un site collaboratif où on peut identifier les espèces. Donc ça c'est super sympa pour rechercher un poisson, un nom, etc. Pour ceux qui s'intéressent à la bio, ce qui est toujours vivement recommandé. Donc la FFSSM participe annuellement au Salon de la plongée à Paris. Voilà, c'était pour la présentation de la FFSSM. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un fonctionnement démocratique où ceux qui ont les voix, ce sont les clubs et les structures commerciales. C'est pour ça que des fois on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine inertie. Hein, je l'ai montré avec la résistance qui est faite par rapport aux 4 plongées obligatoires pour le niveau 1 qui ne sont toujours pas devenus obligatoires mais conseillés. Alors maintenant, je reviens sur le slide, la diapositive à connaître absolument par cœur, puisque ça, c'est ce qui va transpirer dans ton examen, hein, c'est-à-dire savoir fixer un objectif final, un objectif intermédiaire, un objectif de séance, pour commencer. Hein, on commence par ça, puis ensuite des critères d'évaluation.
Enfin, des prérequis pour construire un itinéraire pédagogique qui est une progression avec des phases d'apprentissage, puis de perfectionnement, puis de synthèse, tout ça dans un cadre sécuritaire qui est le code du sport et le règlement FFE-SSM. Alors maintenant, quelques petites réflexions. À quoi sert le moniteur? Le moniteur, c'est pas celui qui doit être sur un piédestal. Il doit servir à organiser les conditions pour que son élève puisse apprendre. Il doit s'adapter au fonctionnement de son élève et pas l'inverse. Permettre à l'élève d'apprendre par lui-même pour faire face à des situations réelles de pratique. Pas de scénarios qui ne correspondent pas à la réalité. À favoriser chez l'élève la traduction de ce qui doit être compris et réalisé. À laisser dire et laisser faire les élèves de manière guidée. Et bien sûr, à assurer la sécurité. Okay. Donc vous comprenez, tu comprends à travers cette diapositive que le moniteur il est vraiment au service de l'élève. C'est ce qu'on voit ici dans ce schéma. Alors tu vas voir que je vais déployer plein de schémas ici. Tu peux faire arrêt sur image, tu peux en choisir un, tu peux n'en retenir aucun, peu importe. Mais c'est bien pour montrer que l'élève il est en haut. Ensuite on a la matière, le moniteur. Au centre, loisir. On est dans une activité de loisir, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc c'est une activité qui doit être fun, mais aussi on est dans une activité risquée. Donc toujours avec l'aspect sécurité. Là, on voit sur le schéma que la relation entre l'élève et la matière, c'est l'apprentissage. La relation entre le moniteur et l'élève, c'est la pédagogie. Et la relation entre le moniteur et la matière, c'est la didactique. Tout ce qui facilite l'apprentissage, c'est la didactique, c'est-à-dire la façon de rendre facile la matière pour l'élève. Alors ici, un schéma très rapide, on va passer rapidement dessus, il est plein de choses, donc si tu veux le regarder en détail, tu fais arrêt sur image, c'est pour dire que les paramètres de l'acte pédagogique sont très très variés. Et ils dépendent en fait du formateur, de son statut, de sa personnalité, avec ses aspects cognitifs, affectifs, conatifs, physiques. On retrouve la même chose au niveau du pratiquant plus bas. Ça dépend de son statut, sa culture, son boulot, etc. Et puis ensuite, dans l'acte pédagogique, on a aussi la spécialité sportive qui va demander plusieurs exigences sur le plan physique, technique, tactique et psychologique. Ok, tout ça pour dire que dans les paramètres de l'acte pédagogique, quel que soit le sujet, il y a toujours des tas de choses qui influent, aussi bien le formateur, l'élève, la démarche pédagogique que la spécialité enseignée. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de te retrouver ailleurs et de mettre très longtemps pour y arriver. C'est pour ça qu'il est indispensable de décrire un objectif. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pars du slide avec objectif final intermédiaire de séance. Donc l'objectif, c'est toujours à déterminer. Donc le but de l'objectif, c'est l'énoncé de l'intention de l'action de formation. Il y a une finalité, c'est l'affirmation de principe. Et puis ensuite, il y a le but, l'énoncé de l'intention de l'action de formation. L'objectif spécifique, ce que j'ai noté ici, c'est une définition précise et univoque. Univoque, ça veut dire qu'il doit être compréhensible sans ambiguïté, qui n'est pas équivoque. Un objectif spécifique, c'est avec des comportements observables. À la fin de cette formation, tu seras capable des conditions de réalisation. Tu seras capable de faire ceci dans tel environnement. Et des critères d'évaluation qui sont précis. Okay. Ce qu'on peut évaluer, c'est du savoir, donc tout ce qui est aspect cognitif, du psychomoteur, du savoir-faire, et de l'affectif, du savoir-être. L'important ici à retenir, c'est qu'il faut toujours se rappeler de son objectif final, son objectif intermédiaire, son objectif de séance, et ces objectifs doivent être partagés. Alors, petit slide sur la communication, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on dit, n'est pas forcément entièrement retenu. Donc il y a des idées, des mots, des univers que vous émettez. Entre-temps, il y a des filtres et des parasites. Et votre élève retient des choses qui sont légèrement différentes, légèrement déviées. Donc c'est pour ça qu'il est important de multiplier les supports d'information, de faire de la reformulation, parce que ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est vraiment forcément compris. C'est pour ça que par exemple tu peux faire pause sur la vidéo pour réécouter des choses, parce que par exemple je parle vite, et tu veux revoir ça plus lentement ou le repasser plusieurs fois en fait. Alors ce qui est surprenant, c'est la mémorisation. Attention, on mémorise uniquement 20% de ce que l'on entend. Donc si tu ne fais qu'écouter cette vidéo, 80% de ce que je dis, tu vas l'oublier. On retient 50% de ce que l'on entend et lit. Donc si tu écoutes cette vidéo et que si tu regardes
ces diapositives, déjà tu retiendras 50%. Et puis maintenant, si tu t'amuses à reformuler, hein, tu vas retenir 80% de ce que l'on dit. Hein, ça, c'est assez épatant. Ça veut dire que dans ce que moi je dis, là, il y a 20% que je vais oublier, en fait. Ça, c'est infernal, mais ça doit te rappeler certaines choses des relations de couple ou en binôme où on bloque. Hein, ben, je te l'avais dit, mais non, tu me l'avais pas dit, mais si je te l'avais dit. Ou alors, ah bon, je t'ai dit ça, mais oui, tu me l'as dit, mais non, je te l'ai pas dit. Voilà. Hein, c'est tout simplement parce qu'on ne mémorise pas tout. Et ça, c'est important quand on fait l'enseignement de le savoir. D'où l'intérêt de multiplier les supports et de faire de la reformulation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? L'apprentissage, c'est transformer des comportements. Hein, je vais prendre l'exemple de l'auto-école. En situation A, je vois un obstacle. Ah! Je crie. Je fais mes exercices d'apprentissage. En face de la situation A, un obstacle, eh bien, je vais soit freiner, soit tourner le volant, soit les deux. Et on arrive à mon comportement B. Donc c'est une modification adaptative du comportement par l'apprentissage. On retrouve la même chose dans toutes les spécificités enseignées. Principe d'apprentissage, donc c'est la modification adaptative du comportement de l'élève, c'est ce que je viens de dire. Le conditionnement, c'est rendre efficace un stimulus qui normalement ne l'est pas, c'est-à-dire vision de l'obstacle, normalement on crie, et ben on le transforme en pression du pied sur la pédale pour freiner. On peut avoir des transferts, hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut apprendre certaines situations et les transférer dans un autre domaine. Dans l'apprentissage, on peut avoir soit l'apprentissage fractionné, j'apprends par petits morceaux et je réunis tout à la fin. Et l'apprentissage global, je commence tout. Par exemple, pour l'apprentissage de l'exercice mannequin, c'est soit on va faire 100 mètres et une apnée, et puis la prochaine fois, on va faire une apnée et puis un tractage de mannequin, et après on réunira le tout ensemble, ou alors on va faire un apprentissage global, on va découvrir l'épreuve dans sa globalité, et on affinera après. Alors, ce qui est important aussi dans la place du jeu, c'est de rester ludique, surtout dans une activité de loisir. Rappelez-vous le centre du schéma tout à l'heure, loisir et sécurité. Alors, les méthodes pédagogiques, on a plusieurs méthodes. La méthode magistrale ou appelée traditionnelle, hein, c'est la méthode des universités. Je suis dans un amphi, le professionnel estrade déblatère son discours, vous notez ou vous jouez à la PlayStation, c'est-à-dire que ne suit que ceux qui veulent bien, en fait. Hein, donc ça, c'est une méthode idéale quand on a une centaine d'étudiants, un professeur. Je suis la locomotive et les wagons qui veulent se raccrocher suivent, les autres, tant pis pour eux. Ensuite, on a la méthode de la découverte, la plus adaptée pour un face-à-face pédagogique, hein, en one-to-one, un à un. La méthode de la découverte, c'est je vais te laisser découvrir comment tu devrais te comporter par rapport à telle ou telle situation. Donc ça nécessite d'être très bien guidé. Attention, c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, mais c'est la plus efficace puisque l'élève est acteur de sa formation. Ensuite, les méthodes ludiques sont très efficaces, hein, rappelez-vous. On est dans une activité de loisir, et particulièrement pour les enfants, ça marche bien, mais aussi pour les adultes. Alors, pour construire un objectif pédagogique, encore un autre schéma, il faut avoir des comportements observables en fin de formation. Hein, à la fin de formation, tu seras capable des conditions de réalisation. Hein, est-ce que cet exercice d'éviter un obstacle, tu dois le faire sur parcours enneigé ou est-ce que c'est un parcours sec, hein, en pente, etc. Et les critères de réussite ou critères d'évaluation. Alors, les notions d'acquis prérequis, hein, un acquis, c'est quelque chose que je maîtrise maintenant, à un instant T. Un prérequis, c'est une compétence indispensable que je dois posséder avant d'aller à un nouvel exercice. Hein, par exemple, pour éviter un obstacle, il faut bien sûr qu'on m'ait appris à tourner le volant, par exemple. Autrement, rien ne sert de mettre l'élève en difficulté. La progression pédagogique. Donc ça, c'est une notion qui est très importante à apprendre. Rappelez-vous vos premiers débuts, quelle que soit la matière. La progression doit être adaptée avec la prise en compte du niveau du pratiquant, du plongeur, les difficultés du savoir-faire enseigné, le lieu, le public, les techniques pédagogiques, les outils pédagogiques et la durée de la formation. Hein. Donc on n'a pas des progressions pédagogiques uniformes, ça dépend de beaucoup de paramètres.
Ce qui est important en progression pédagogique, c'est de comprendre que dans un premier temps, on va faire face à des situations prévues, connues, téléphonées, on va dire, hein, je te préviens qu'il va se passer ceci, ceci, cela. Donc c'est la répétition du conditionnement en événement très sécurisé. Puis ensuite, on va faire face à des situations imprévues mais reconnues, c'est-à-dire des situations moins téléphonées. Donc on généralise. Et puis ensuite, on va faire face à des situations imprévues non connues et c'est là que le transfert va avoir lieu. Donc on va du plus simple au plus compliqué, ça paraît évident, mais rappelons-le, allons-y étape par étape. Donc, je remets le fameux schéma hein, que je voudrais absolument que tu retiennes. Une progression d'enseignement, ça passe par un objectif, hein, avec un objectif final, des objectifs intermédiaires, et ensuite des objectifs de séance. 2, des critères d'évaluation. 3, pour chacun des prérequis. Et c'est là qu'on va bâtir son itinéraire pédagogique avec des phases d'apprentissage. Apprentissage, c'est les situations téléphonées. Perfectionnement, c'est des situations moins téléphonées mais reconnues. Et synthèse, on fait appel au transfert. Tout ça dans un cadre, qui est le cadre sécuritaire, en l'occurrence pour la plongée, le code du sport et la réglementation FFE-SSM. Donc, vous, votre but par rapport aux acquis de l'élève, par rapport à ses capacités, ses motivations, ses représentations, c'est d'objectiver, donner des objectifs, organiser, conduire les séances et évaluer pour atteindre le niveau de compétence recherché. Tout ça avec les contraintes qui sont les contraintes réglementaires, la législation, le milieu et les contraintes matérielles, bien sûr. Pour l'évaluation, donc on peut avoir plusieurs formes d'évaluation, hein. L'évaluation sommative, un examen écrit, l'évaluation formative, un contrôle continu, et l'évaluation formatrice avec une auto-évaluation. Alors ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que le problème d'évaluation, sur l'évaluation, en fonction de là où on met les curseurs, on a généralement toujours 70% d'élèves moyens. On en a 15% de très bons pour lesquels on ne se pose pas de questions, et 15% de très mauvais pour lesquels on ne se pose pas de trop questions non plus. Simplement, c'est que, vous voyez, les curseurs qui sont autour des 70%, c'est que en fonction de là où on met le curseur, on a un élève qui bascule de moyen à très bon ou de moyen à très mauvais. Donc, la méthode d'évaluation peut faire basculer sur mauvais ou bon. Donc, essaye d'être conscient de ça quand tu évalues un élève, parce que les facteurs qui influencent l'évaluation, ils sont immenses. Les objectifs mal définis. Hein, difficile d'évaluer quelqu'un quand l'objectif est mal défini. Un décalage par rapport à la situation évaluée et la réalité. C'est pour ça rester dans des apprentissages pratico-pratiques. L'importance attribuée aux critères. Hein, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, donc attention à ça. Le formateur peut influencer avec sa culture pédagogique, ses outils intellectuels, ses expériences, ses capacités d'adaptation. Les problèmes relationnels, hein, il y a des personnes qu'on ne peut pas saquer par exemple, ou des personnes au contraire qu'on favorise. L'ordre de passage, hein, c'est-à-dire si j'ai 10 personnes à la suite, je peux fatiguer au fur et à mesure et ça joue sur l'évaluation. L'échelle de notes hein, peut jouer sur l'évaluation. Hein, si je note de 0 à 20, est-ce que je note réellement de 0 à 20 ou est-ce que je note entre 8 et 14 par exemple? Le mode de communication peut jouer. L'impossibilité d'évaluer liée au milieu, hein, par exemple vous voulez évaluer quelque chose visuellement et puis il y a une visie complètement pourrie. Le nombre d'élèves. Et puis le jury, est-ce qu'il s'est concerté pour être d'accord sur les mêmes objectifs, sur les mêmes critères d'évaluation et l'importance à donner à chacun, par exemple. Donc tout ça fait que il faut faire attention à la façon d'évaluer. Alors ensuite, pour diversifier l'apprentissage, il est important de maîtriser les supports pédagogiques. Hein, donc ça peut être un tableau noir avec une craie à l'ancienne. Bon, maintenant on va parler de whiteboard, un tableau blanc, avec bien sûr des marqueurs qui ne soient pas indélébiles. Hein. Attention aux marqueurs, avoir des marqueurs qui fonctionnent. Pensez quand on utilise un marqueur
à tout de suite, dès qu'on a écrit, reboucher le bouchon parce qu'autrement ça s'évapore. On peut utiliser des paperboards, des ardoises, on peut utiliser de la vidéoprojection, des livres. Hein, ce qui est pas mal, c'est de faire appel à des supports pédagogiques diversifiés. Attention, quand on utilise l'informatique, à avoir toujours des solutions de backup. Combien de fois j'ai vu des présentations s'arrêter parce qu'on avait oublié le câble pour charger l'ordinateur portable, hein, ou tout simplement parce qu'on n'a pas la connectique pour connecter l'ordinateur à un vidéoprojecteur par exemple. Donc toujours avoir une solution de backup, hein, une solution de secours pour vos supports pédagogiques. Alors ensuite, pour l'animation de groupe, là, il va falloir savoir occuper l'espace, hein. Il faut savoir mettre en place votre personnage moniteur avec l'importance du rôle du regard, hein. Regarder tout le monde, si possible dans les yeux, hein. C'est toujours un peu agaçant d'avoir un prof qui regarde vers le ciel et qui plane complètement. Et là, tous les élèves décrochent. Il rêve, ce professeur. Ou alors ce type super introverti qui regarde ses baskets tout le temps. Hein, ça fait pas franc, il regarde pas dans les yeux. Donc le rôle du regard est super important. Attention à jouer du regard avec toute votre assemblée, à passer d'une personne à l'autre, ne pas focaliser sur une personne, autrement un tunnel de communication se crée entre vous et un élève précis et vous écartez tous les autres. L'interaction est hyper importante, faire participer les élèves, hein, et méfiez-vous des hochements de tête. Un hochement de tête d'un élève, ça veut généralement dire cause toujours, je fais la sieste, je suis parti dans mes rêveries. Attention à canaliser les leaders. Quelqu'un qui pose toujours des questions. Ne pas hésiter à le recadrer parce qu'il va monopoliser l'attention. Et je peux lui dire, par exemple, eh ben, écoute, c'est très très bien, super. Je vois que tu as compris. Écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de laisser participer les autres pour voir si eux aussi ont compris. Et après, jouer sur les timbres de voix. L'accentuation joue énormément. Attention à parler suffisamment fort. Hein, éviter les présentations monocordes où finalement on va vite s'endormir et on ne comprend pas où est l'intérêt de la présentation. Hein, ça c'est vraiment à bannir. Ok. Donc ça c'est les petits trucs et astuces pour l'animation de groupe. Alors attention, ici un warning, les compétences de sécurité, elles ne peuvent pas s'apprendre par pédagogie de la découverte, c'est pas de laisser erreur. Attention à ça. Des règles très strictes sont à respecter sur les compétences de sécurité. On ne peut pas la faire une seule fois, il faut la faire plusieurs fois, la répéter plusieurs fois de manière correcte et la refaire de temps en temps. Hein, bien sûr, ces compétences de sécurité mais nécessitent aussi souvent des maîtrises de prérequis. Hein, les compétences valables dans des situations test qui sont proches de la réalité, hein, proches des situations réelles. N'oubliez pas un enseignement pratico-pratique. Ok. Alors, ici, un peu de notions sur la préparation physique. Les paramètres d'une séance sportive. Hein, sportive, hein, les paramètres d'une préparation physique, c'est la période, hein, c'est-à-dire la période, c'est quand est-ce qu'on le fait et à quelle fréquence, le volume, l'intensité et la nature des exercices. Sachant que dans une séance sportive, on va toujours commencer par une prise en main, une mise en train avec un échauffement adapté, long et progressif. On fait la séance et ensuite on fait un retour au calme. Ça, c'est particulièrement précieux pour ceux qui vont faire des séances piscine. Hein, il ne faut pas se lancer tout de go dans des séances, dans des exercices trop forts, autrement vous allez ruiner vos élèves. Donc toujours penser à l'échauffement, la séance progressive, et ensuite une récupération. Sans récupération, après on risque de dormir très très mal. Okay. Alors, ici un petit topo sur les différents types d'efforts et de filières énergétiques. Il y a les efforts de faible intensité et de longue durée. Hein, c'est ce qu'on appelle l'endurance, la filière aérobie. Longue durée, c'est plus de 2 minutes, hein, qui utilise l'oxygène et le glucose, voire les lipides. Ça, c'est vraiment, dans une préparation sur le long terme, c'est les premiers efforts à mettre en place. Quelque chose de pas violent, qui est long dans la durée. Hein, ça ne va pas épuiser les élèves. Dans une préparation physique, on va commencer par ça. Ensuite, on a les efforts importants maintenus sur une très courte durée, hein, de 10 secondes à 1 minute, sur une durée moyenne, 10 secondes à 1 minute. C'est vitesse, filière anaérobie lactique qui utilise le glucose. Attention, ça c'est très très éprouvant, hein, à proscrire particulièrement chez les enfants et les élèves non préparés. Donc les efforts
importants maintenus sur une durée de 10 secondes à 1 minute, jamais en début de cycle. Hein. Ensuite, on a les efforts maximum et bref, la filière anaérobie à lactique. Hein, la notion de lactique, c'est qui produit de l'acide lactique. Hein, donc le précédent effort important maintenu sur une courte durée, ça provoque de l'acide lactique avec des risques de crampes. Hein. Donc les efforts maximum et bref, très très bref, les efforts impulsifs, hein, la force explosive, ça on peut les introduire assez tôt. Mais par contre, les efforts importants maintenus sur une durée moyenne, attention, on le fait quand on a au préalable bien travaillé sur la première filière, la filière d'endurance, la filière aérobie qui utilise l'oxygène et le sucre. Hein, donc c'est important d'utiliser une préparation graduelle de manière à ne pas perdre les adhérents dans une piscine sur le long terme. Hein, donc veillez bien à ça de manière à ne pas épuiser les gens de façon à ce que vous les dégoûtiez. Alors, les principes d'entraînement, hein, c'est pour progresser, c'est surcharge. Hein, on va un peu plus loin que ce que la personne est capable de faire. Progressivité, alternance. Progressivité, ça veut dire on va renforcer la difficulté au fur et à mesure, progressivement, par petites étapes. Alternance, hein, faire des efforts variés. Et ensuite, passer sur des efforts spécifiques adaptés à l'activité. Alors sur les différents publics, hein, c'est important de savoir qu'on a des publics qui sont très variables. On peut avoir des personnes âgées. Donc sur les personnes âgées, il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, elles n'entendent pas aussi bien. Il faut faire attention aux prothèses. Hein. Les prothèses dentaires, ça peut être gênant pour prendre un détendeur. Les prothèses auditives, ça peut être gênant, hein, pour aller dans l'eau. Attention à ça. Et puis attention aux efforts avec eux tout simplement, hein, en fonction de la condition physique de ces personnes. Les enfants, il faut faire très attention, ils se refroidissent très très vite et ils ne vous disent pas forcément qu'ils ont froid alors qu'ils tremblent dans tous les sens. Hein, donc attention à ça, limitez les séances dans l'eau. Et puis bien sûr, c'est là qu'il faut faire jouer toute sa capacité à mettre en place des jeux, à faire des actions ludiques. Et puis bien sûr, on a les handicapés pour lesquels là, il vaut mieux avoir une séance spécifique pour pouvoir satisfaire leurs besoins adaptés à leur handicap. Alors maintenant, on va passer du général au spécifique, hein, puisque tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la pédagogie générale. Hein. N'hésite pas à faire une pause, hein, ou à revoir les étapes précédentes de la vidéo pour prendre des notes, hein, je t'ai dit retenir les schémas, etc. Alors maintenant, on va passer au spécifique, donc en ce qui nous concerne, la plongée. La plongée, qu'est-ce que c'est? Alors encore un schéma, hein, ça c'est pour montrer ma capacité à faire des beaux schémas. Hein, c'est un corps, un équipement qu'on voit au centre, qu'on promène en 3D, hein, avec une contrainte qu'on voit tout en haut, gérer son nouveau centre de gravité, hein, avec l'équilibre, les points d'appui, la propulsion, l'utilisation des palmes, la ventilation, le poumon ballast. Et on utilise ce corps et cet équipement pour se déplacer, et pour explorer. Donc dans se déplacer, il y a gérer un équipement, donc l'air, la flottabilité, la continuité des actions motrices, autrement dit, plus simplement dit, le palmage. Et puis explorer, c'est gérer des observations avec des visibilités qui sont variables, avec des notions d'orientation et les propriétés du milieu. Hein, donc pour dire que dans la plongée, on a pas mal de choses à appréhender pour progresser. Hein, donc encore une fois, ce schéma, c'est pas obligé de le mémoriser, hein, il est un peu lourd, mais c'est pour montrer les différents critères spécifiques qui apparaissent dans la formation de plongée sous-marine. Ok. Donc la plongée sous-marine, c'est traiter des informations sur soi et les autres, sur le milieu et sur l'équipement, en référence à un projet, donc lié à des formes de pratique, hein, ça peut être l'explo, la technique, la photo, la biologie, l'archéologie, la plongée tech, le baptême, hein, donc avec toutes les activités proposées par les différentes commissions par exemple, et puis lié à des motivations sociales, hein, lié à des motivations propres de l'individu, ça peut être du loisir, de la formation, de l'artistique, de l'environnement, culture, technique, découverte. Alors maintenant qu'on a vu les différents aspects couverts par la formation plongée, hein, qui sont très variés, regardons les fondamentaux en plongée. Hein, ils sont un peu issus de la natation. Hein, les trois fondamentaux, c'est principalement l'équilibre, la propulsion, la ventilation. Et vient s'y ajouter l'orientation,
la communication, la thermorégulation et la gestion du matériel. Pourquoi thermorégulation? Tout simplement parce que c'est un aspect très très important en plongée, hein. Rappelez-vous, quand vous avez froid, vous ne savez plus rien faire et vous n'avez qu'une idée, c'est d'arrêter et d'être au chaud, hein. Donc c'est un aspect très très important à prendre en compte. Et puis la gestion du matériel, là aussi c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Alors, quelques messages. Attention au dos. Le dos, c'est un problème majeur du plongeur. Donc, adoptez les bonnes postures, hein. Prévenez vos plongeurs, sensibilisez, enseignez les postures. C'est-à-dire qu'on n'équipe pas son matériel en étant penché dessus. Tous ceux qui font ça se relèvent et ont mal au dos au bout de quelques jours. Donc, vous-même, à partir du moment où vous montrez l'équipement du matériel, pensez à vous mettre à genoux autour de la bouteille, montrez le bon exemple et indiquez pourquoi vous faites ça et prévenez les élèves des bonnes postures pour soulever un bloc. On le soulève plutôt à deux mains, on le soulève plutôt avec les genoux qu'en pliant le dos, par exemple. Et aussi, autre message, c'est l'environnement. On est des observateurs, pas de prélèvement, pas de dérangement. C'est fini l'époque où on ramassait les étoiles de mer, les coquillages, on montrait les holothuries, on tirait les langoustes par les antennes. Ça, c'est fini. Plus de contact avec l'environnement. On essaye même de ne pas toucher le sol, même si c'est des endroits sableux. Donc nous devons préserver et montrer l'exemple tant qu'on peut le faire, bien sûr. Alors je vous remets encore ce fameux schéma à retenir par cœur, hein. Une progression d'enseignement, ça passe par l'objectif final, l'objectif intermédiaire, l'objectif de séance, ensuite la définition des critères d'évaluation qui doivent être mesurables, hein, qui doivent être univoques, non équivoques, et des prérequis. Avec tout ça, on peut construire son itinéraire pédagogique avec des phases d'apprentissage, de perfectionnement et de synthèse. Tout ça dans un cadre sécuritaire qui est celui du Code du sport et du règlement FFSSM. Encore une fois, n'hésite pas à faire une pause sur cette vidéo pour recopier ce schéma et le mémoriser, c'est important. Alors maintenant, on va voir le référentiel de formation FFSSM. Donc ce référentiel de formation, tu vas le retrouver dans le MFT FFSSM que tu peux chercher sur Internet pour retrouver toute la déclinaison des formations. Mais dedans, on va retrouver de toute façon ce fameux schéma. Encore une fois, je le mets, la progression d'enseignement, avec objectifs, critères d'évaluation, prérequis, cadre sécuritaire. Je ne vais pas tout reciter encore. Alors, l'organisation de l'apprentissage à la FFSSM, les niveaux de plongée définissent des prérogatives. De ces prérogatives, on en découle des compétences qui se traduisent en savoir-faire, hein, façon de se comporter, en savoir, les connaissances théoriques, et savoir-être, le comportement. Donc, du niveau de plongée, on définit les prérogatives qui définissent les compétences, qui s'articulent en savoir-faire, savoir faire quelque chose, le savoir, savoir théorique, et savoir-être, savoir se comporter. D'accord? Donc les prérogatives, c'est justification, intention, hein. Les compétences, donc c'est notre objectif ultime. Les compétences, c'est l'objectif intermédiaire, hein. Je rectifie un peu par rapport à la diapositive, hein. Les prérogatives, c'est l'objectif final pour un niveau 1. Donc l'objectif final, c'est je forme une personne qui sera capable de plonger à 20 mètres au sein d'un groupe de 4 maximum avec un guide de niveau 4 minimum. C'est ça mon objectif final. Les objectifs intermédiaires, ça va être les compétences. Par exemple, savoir gérer son équipement, savoir communiquer, savoir ventiler. Ok? Et puis les objectifs de séance vont se décliner par la suite. Alors, là, je t'invite à faire pause et à aller regarder le MFT FFESSM. Hein, donc manuel de formation technique, il suffit de taper ça sur Google et tu trouveras. Et tu peux regarder par exemple celui du niveau 1, du niveau 2, mais surtout celui du niveau 1 dans un premier temps, hein, si tu passes initiateur E1, ou alors si tu es déjà niveau 4, regardez effectivement le contenu du niveau 2. Donc fais une pause sur la vidéo, cherche MFT FFESSM et regarde comment c'est constitué. Alors, maintenant que tu as regardé sur MFT FFSSM, je vais te donner quelques petites clés d'une formation réussie. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif de formation doit être bien défini, ça on l'a déjà vu, et
de la situation initiale qui est celle de débutant, on passe par l'apprentissage et on arrive à notre objectif de formation qui est d'être un plongeur niveau 1, c'est-à-dire un plongeur capable de plonger au sein d'un groupe de 4 avec un guide dans 20 mètres d'eau. Et ce qu'il faut comprendre dans notre objectif de formation, c'est que l'élève est au centre. Ce n'est pas le moniteur qui est au centre, c'est l'élève. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le rappeler. Les prérequis. Les prérequis, c'est important d'identifier les prérequis pour un savoir-faire. Par exemple, si je veux aborder le lâcher-reprise d'embout ou la réaction au remplissage du masque, il faut d'abord que mon élève sache se stabiliser. Se stabiliser, tout dépend des critères de réalisation. Ça peut être genou à terre, tout simplement, dans un premier temps. Maîtrise des points d'appui. La progression des acquis initiaux, on va aller jusqu'à l'objectif final de formation. Donc tout ça pour répéter qu'il y a différentes étapes. Ça, c'est très important à comprendre. Tout ne s'est pas fait un jour. L'objectif de séance, c'est apporter à l'élève un savoir qui lui permet d'aboutir à la maîtrise d'une compétence. L'objectif doit être réalisable. Une phrase clé, c'est à la fin de cette séance, tu seras capable de. L'objectif de cette séance, c'est que tu sois capable de. Okay. Tout comme une formation doit suivre une progression de séances enchaînées, chaque séance est construite sur des ateliers de difficulté progressive. On va du plus facile au plus compliqué. C'est pour ça que dans une progression, on va mettre d'abord quand tout va bien, puis ensuite quand tout va mal. Donc sur une progression niveau 1, on va aller du plus simple possible. Et ensuite, quand l'élève commencera à aller bien, là, on pourra introduire des situations dégradées avec la panne d'air, etc. Un aparté, ce qu'on va essayer de faire le plus tôt possible, par contre, pour des raisons de sécurité, c'est le lâcher reprise d'embout et la réaction au remplissage inopiné du masque, de façon à être sûr de ne pas avoir d'incident au niveau des oreilles et au niveau de la panique tout simplement, et de la surpression pulmonaire. Les exercices doivent être décomposés. Donc attention à être progressif là aussi, ça c'est important. Chaque exercice, on peut le décomposer en sous-exercices, et puis à la fin, les exercices réunis permettent la maîtrise d'un savoir-faire et donc d'une compétence. L'évaluation, donc là c'est bien d'avoir des critères d'évaluation qui soient partagés avec l'élève. On estimera que tu as réussi sur cette séance si ceci, cela. Par exemple, ça doit être un critère observable, univoque, non équivoque, mesurable. Donc si vous mettez des notions de temps, des notions de distance, c'est important. Et bien sûr, adapté à la pratique. Tout ça, ça n'exclut pas les exercices éducatifs, ludiques. Bien sûr, restons ludiques le plus possible. Alors, pour l'organisation d'une séance pratique, le plan de séance. Alors, avant de se lancer, c'est savoir quels sont les acquis de mes élèves, où en sont-ils dans leur formation, combien j'ai d'élèves, quel est l'objectif de formation, quel est l'objectif de séance, est-ce que c'est réalisable dans le contexte matériel dont je dispose, ai-je le temps suffisant, combien de séances pour développer cette compétence, quels sont les moyens d'évaluation et d'auto-évaluation, quelles sont les exigences de sécurité en matériel, organisation humaine et prérequis. Donc ici, un plan de séance. Donc ce qui est marqué en rouge sur le côté, ce plan n'est pas en standard. La formation FFSSM n'est pas standardisée. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que dans le briefing, c'est 5 à 10 minutes maxi. Le déroulement de séance doit occuper la majorité du temps. Et des briefings, c'est la même chose, c'est 5 à 10 minutes maxi. Donc, dans le briefing, on doit retrouver nos objectifs, nos critères d'évaluation, nos prérequis, tout simplement. Et puis, bien sûr, il faut détailler sa communication. Ça, c'est fondamental dans un briefing, de détailler la communication qu'on va mettre en place pour dérouler les exercices. N'oubliez pas qu'en plongée, on a un handicap. On n'entend pas, on ne parle pas. Donc si vous n'avez pas détaillé d'une manière claire ce qui va déclencher les exercices et leur dérouler, vous allez avoir une séance qui va mal partir. Donc dans le briefing, vous devez partir de l'objectif final, toujours rappeler l'objectif final. On est là ensemble, c'est pour au final que tu sois un plongeur capable de plonger dans 20 mètres d'eau au sein d'un groupe de 4 avec un guide. Et ensuite, on détaille les objectifs intermédiaires, les objectifs de séance, les critères d'évaluation.
on estimera que c'est bon à partir du moment E. Ça permet de partager les règles du jeu avec l'élève. Quand je ferai mon débrief, je sais que mon élève aura pu lui aussi s'auto-évaluer puisque j'ai partagé avec lui les règles du jeu. Hein, donc pour le déroulement de séance, toujours bien prêt, toujours faire en sorte de s'assurer de la sécurité. Hein, donc en sécurité, il y a deux risques principaux pour une formation de niveau 1, c'est les oreilles. Donc si un élève dévale, donc on va être toujours en train d'être capable de retenir un élève qui ne maîtrise pas sa descente. Et ensuite, c'est la panique. Donc on doit toujours être capable de retenir un élève quand on est au fond et qu'il risque de remonter. Donc ça, c'est particulièrement valable sur des exercices, par exemple, comme le lâcher reprise en boule, vidage de masse. Toujours être au contact avec l'élève pour le retenir. Donc jamais soi-même à genoux, parce que là, vous ne pouvez pas repartir pour l'arrêter, mais tout près, hein, pour pouvoir actionner ses purges, le retenir et éviter le deuxième écueil dans une formation niveau 1, ça peut être la surpression pulmonaire. Hein, je rappelle qu'il y a deux difficultés auxquelles vous êtes confronté continuellement, c'est le bobo aux oreilles et la surpression pulmonaire en cas de panique. Alors, débriefing, donc là aussi ça va être un débriefing court, plutôt en renforcement positif. Hein, toujours commencer ça dans un bon contexte. Et ça, c'est le défaut des jeunes moniteurs généralement. On a vu tout ce qui pêchait, mais efforcez-vous de vous dire dans cette séance, il y a des choses réussies, même si la séance a été pitoyable. Commencez par un renforcement positif et dire ce qui a été bien. Et ensuite, vous parlez des axes de progression. Tout ça, ça permet de mettre l'élève dans un bon contexte. Parce que si l'élève a raté, il le sait lui-même. Donc il sait qu'au débriefing, ça va pas être glorieux. Mais autant le rassurer et commencer par des axes positifs. Hein, donc dans un débriefing, on dit ce que l'on a fait, les synthèses des acquis de la séance, insister sur les aspects positifs, positiver sur les échecs, on va pas parler d'échecs, mais de points de progression, et bien sûr présenter les prochaines séances. Plan de cours. Alors attention, là aussi c'est un indicatif. Hein. Pensez à la gestion du temps, c'est pour ça que je parle briefing court, débriefing court, déroulement de séance long. Profitez au maximum du temps dans l'eau. C'est là que les élèves apprennent dans l'eau. Donc en plan de cours, on peut avoir une présentation mutuelle, la situation du cours dans la progression, présenter bien sûr l'objectif final, présentation du matériel préparé et du site, les rappels théoriques et vérification des acquis prérequis, la description de l'exercice et le déroulement du cours, rappel de ces règles de sécurité et inutiles, la réalisation dans l'eau. C'est au minimum 2 tiers du temps de la séance et les correctifs. Ensuite, débriefing, bilan positif et critique constructive, introduction au prochain cours. Donc attention à la gestion du temps dans vos séances. Trucs et astuces. Imaginez les risques pour bâtir la sécurité et définir les prérequis. Je rappelle les risques essentiels sur un niveau 1, bobo aux oreilles, surpression pulmonaire. Donc toujours être capable de retenir un élève qui descend, toujours être capable de retenir un élève qui remonte. Analyser ta pratique pour identifier les difficultés potentielles et leur rémédiation. Rappelle-toi tes apprentissages et ta pratique. Enseigne d'abord le meilleur avant d'aller au tout va mal. Hein, je prenais l'exemple de la panne d'air, ça on le fait en fin de formation par exemple. Et prépare-toi à adapter ta séance, à modifier son contenu. Prépare-toi à l'imprévisible en plongée, non seulement par rapport aux élèves, mais aux conditions du milieu qui peut changer. Et puis, creuse-toi les méninges pour amener du ludique et de la détente. Fais tes jeux. Et enfin, construis ton personnage moniteur. Hein, ne cherche pas à faire des fiches cuisine pour faire tes formations. Construis ton personnage moniteur. Ça, c'est important. La construction de séance, eh bien là c'est de la redite, hein. On part de l'objectif final, donc des prérogatives, on le décompose en compétences, donc là on peut voir dans les contenus de formation, on en déduit le contenu enseigné, et on organise le tout en progression logique en pensant aux prérequis. Quelques clés simples, briefing, justification de la séance, présentation de la séance, déroulement, communication employée, les signes qu'on va utiliser sous l'eau, et un briefing court possible, le plus court possible. Objectif de formation, il est défini le plus souvent dans le manuel du moniteur. Savoir-faire, savoir-être, limite, critères de réalisation. Par exemple, la réaction au remplissage du masque. L'objectif de séance, choix du savoir développé compte tenu des acquis du plongeur, du niveau préparé, la durée de la séance, des moyens à disposition. Mise en place des ateliers,
avec les exercices adaptés à l'objectif, mise en place d'une progression pour éviter toute situation d'échec, définition des critères de réalisation pour l'élève et des critères d'évaluation, mise en place d'une approche sécuritaire pour éviter tout accident ou incident, définir les zones d'évolution et le comportement du moniteur. Et toujours en débriefing, le bilan positif de la séance, ouverture sur les séances suivantes. Conclusion. La formation de cadre FFSSM n'est pas standardisée. C'est pour ça que généralement, ce qu'on peut dire, c'est même le manuel de formation technique, on n'en a pas forcément besoin. Si on a bien compris que l'objectif final vient des prérogatives, la question qu'on peut se poser, c'est pour former quelqu'un qui doit être capable de plonger dans un groupe de 4 jusqu'à 20 mètres avec un guide, qu'est-ce que j'ai besoin de lui apprendre? Et on peut reconstituer en toute logique comme ça le manuel du moniteur. Chaque moniteur se doit d'adapter le référentiel à sa propre démarche pédagogique. C'est pour ça que je te dis de développer tes capacités, ton personnage moniteur, sois toi-même, en respectant les clés qui ont été données. Je rappelle le fameux slide, objectif, critères d'évaluation, prérequis dans le cadre pédagogique pour construire sa progression. L'objectif, c'est de donner à ton élève les clés qui lui permettent de construire une formation cohérente et conforme aux normes de sécurité. Alors l'objectif, c'est lui donner, c'est pas l'élève, c'est l'initiateur. Donc, on a une grande chance à la fédération, c'est qu'on espère, au travers de ces différents exemples que je t'ai donnés, aux différents axes de réflexion sur la pédagogie, c'est que tu aies l'intelligence nécessaire pour dérouler toi-même ton itinéraire pédagogique. Et une des intelligences, c'est justement de se dire, comme on a la liberté pédagogique, l'enseignement de chaque moniteur peut être différent. Et donc, la première réaction par rapport à un élève qui a été formé par un autre moniteur, ce n'est pas de dire, bon, n'écoute pas ce qu'il t'a dit, mais bien sûr être ouvert par rapport aux capacités d'enseigner de manière différente. Ça, c'est un tout. Dans une équipe pédagogique, chacun peut avoir des approches différentes, mais ce qui est gênant, c'est à partir du moment où on contredit les manières déjà enseignées. Plutôt que de dire ce n'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et ben moi je vais t'apporter un autre éclairage et toi tu choisiras les formules qui vont le mieux. Ok? Donc ça c'est important à intégrer. Alors les sources d'information, pour aller plus loin, c'est le manuel du moniteur, ça peut être donc le MFT, cherche MFT FFSSM sur Google, tu vas le trouver, ou depuis le site de la FFSSM, je te rappelle que le site de la FFSSM, il faut que tu le connaisses très bien. On peut l'avoir sur Subaqua, on peut avoir des informations sur le droit sur le Légifrance, et ensuite sur le site de la Commission technique nationale, ctn.ffssm.fr. Eh bien, merci de ton attention, j'espère que tu as bien compris ce qui est attendu de toi. Je rappelle le schéma que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que je l'ai remis dans mon PowerPoint? Même pas. Mais maintenant, tu dois commencer à le connaître par cœur. On te demande toujours de parler de l'objectif final, objectif intermédiaire, objectif de séance, des critères d'évaluation, enfin des prérequis pour construire ta progression pédagogique. Voilà, dans tes séances, pense à faire des séances ludiques avec un briefing court qui rappelle tous les points de la grille que je viens de donner, en détaillant bien ton organisation et les signes qui vont être utilisés puisque sous l'eau, on est en aveugle. Dans ton déroulement de séance, pense à ta position par rapport à l'élève de manière à être sécuritaire. Pense à féliciter les élèves et à corriger les erreurs. En débriefing, pense à féliciter les élèves et parler d'abord de ce qui a été réussi pour ensuite parler non pas d'échec mais de points de progression de ce qui est amélioré. Voilà, je te souhaite une bonne formation initiateur FFESSM. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Voilà, merci de ton attention.